Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est Très mieux. bien. OK. Donc, on va parler un petit peu de l'épistaxis, qui est une urgence fréquente au nord-est, une urgence qui est très fréquente et dont le diagnostic clinique est facile. Souvent, l'épistaxis est juste un symptôme qui peut cacher une pathologie. Donc, il faut rechercher l'étiologie de cette épistaxis. C'est pour cette raison que le diagnostic étiologique peut être difficile. Le traitement consiste à traiter l'épistaxis et à rechercher la cause et traiter la cause. En général, dans la majorité des cas, le pronostic des épistaxis est favorable. Dans certaines situations, l'épistaxis peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors, comment expliquer la fréquence des épistaxis? La fréquence des épistaxis est due au fait que les fosses nasales sont richement vascularisées et ceci par deux systèmes, le système carotidien externe et le système carotidien interne. Pour rappel, la carotide externe intervient dans la vascularisation du cou et de la face. La carotide externe participe à la vascularisation des fosses nasales par deux artères principales, l'artère faciale et l'artère maxillaire interne, sachant que l'artère maxillaire interne, c'est une artère terminale de la carotide externe. Lorsque l'artère maxillaire interne, qui est une branche de la carotide externe, pénètre dans la fosse nasale, elle traverse le trou sphénopalatin et elle prend le nom de ce trou, elle devient l'artère sphénopalatine. Donc c'est la même artère qui s'appelle l'artère maxillaire interne. En traversant le trou sphénopalatin et en pénétrant dans la fosse nasale, elle devient artère sphénopalatine qui est responsable en partie de la vascularisation de la fosse nasale. On peut voir sur le schéma suivant, en rouge, c'est la vascularisation qui dépend de l'artère carotide externe. D'accord? On voit au niveau de la face l'artère faciale qui va vers le nez, et au niveau de l'oreille, on voit l'artère maxillaire interne qui pénètre en dedans, allant vers la fosse nasale pour devenir l'artère sphénopalatine. Le deuxième système, c'est le système carotidien interne. Pour rappel aussi, le système carotidien interne participe essentiellement dans la vascularisation de l'œil et du cerveau. Seulement, il y a deux branches qui participent à la vascularisation des fosses nasales. Ce sont les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Ces artères ethmoïdales antérieures et postérieures, comme on voit sur le schéma, proviennent d'une artère terminale destinée à l'œil. On voit très bien sur une coupe sagittale les deux artères ethmoïdales antérieures et postérieures, antérieure elle est en avant et postérieure en arrière. Ces deux branches proviennent de l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, c'est l'artère terminale qui vascularise l'œil. Alors, il y a deux systèmes carotidiens qui participent à la vascularisation des fosses nasales, carotidien externe et carotidien interne. Ces deux systèmes s'anastomosent à plusieurs endroits au niveau du nez. Alors, l'anastomose la plus connue, c'est l'anastomose qui est située à la partie antéro-inférieure de la cloison nasale et qui s'appelle la tache vasculaire. On peut voir ça sur le schéma. Au niveau de la partie antéro-inférieure de la cloison nasale se trouve l'anastomose qui est connue, qui est responsable d'un certain type d'épistaxis. C'est ce qu'on appelle la tache vasculaire de Kisselbach ou le plexus de Kisselbach. Il y a d'autres anastomoses secondaires qui sont, on a l'exemple sur le schéma de la tache de Woodruff, qui est située à la partie postéro-supérieure de la cloison nasale. La richesse de la vascularisation explique un petit peu l'importance de ces épistaxis et la fréquence de ces épistaxis. Ensuite, pour faire le diagnostic, il s'agit en général d'un patient qui vient consulter pour un saignement.
Ce saignement, il faut préciser le caractère de ce saignement. Est-ce que c'est un saignement qui intéresse une seule fosse nasale ou les deux fosses nasales? Est-ce qu'il est unilatéral ou bilatéral? Est-ce qu'il s'extériorise à travers la narine? Et dans ce cas, l'épistaxis, elle est antérieure. Ou il s'extériorise en arrière, on ne le voit pas, à travers la couenne. Il faut un examen à la baisse-langue pour voir le saignement postérieur, l'épistaxis postérieur. Et surtout, en précisant les caractéristiques de l'épistaxis, il faut voir est-ce que cette épistaxis a des retentissements sur l'état général ou non. Après avoir précisé les caractéristiques de l'épistaxis, il faut faire un interrogatoire minutieux où on va préciser l'âge du patient, son sexe, la profession du patient, et on insiste sur la profession du menuisier ou les travailleurs de bois. Alors, pourquoi on insiste sur la profession travailleur de bois? Parce que la profession de menuisier peut être responsable d'un certain type de carcinome qui se développe au niveau de l'ethmoïde, ce qu'on appelle l'adénocarcinome de l'ethmoïde. C'est une maladie professionnelle, c'est un cancer adénocarcinome, c'est un type de cancer qui se développe au niveau de l'ethmoïde et qui peut être responsable d'épistaxis. Il faut préciser les antécédents hémorragiques du patient, les antécédents généraux. Est-ce qu'il y a notion de prise de médicaments, essentiellement les anticoagulants, type aspirine, Syntrone, etc. Et y a-t-il ou pas la notion de traumatisme crânien ou de traumatisme facial? Un autre caractère à préciser, c'est les circonstances d'apparition de l'épistaxis. On comprend très bien l'apparition de l'épistaxis suite à un traumatisme au niveau de la face, mais l'épistaxis peut apparaître spontanément sans cause apparente. Le mode évolutif est aussi important à préciser. Comment évolue dans le temps l'épistaxis? Est-ce que c'est une épistaxis d'apparition récente? Est-ce qu'elle est ancienne? Et comment elle évolue dans le temps? Est-ce qu'elle est récidivante ou pas? Enfin, il faut préciser, bien sûr, l'abondance de l'épistaxis qui peut être minime, modérée ou intense et son retentissement sur l'état général, ainsi que les signes associés à l'épistaxis. Les signes associés peuvent nous orienter vers une étiologie précise. Dans ce cas, c'est important de préciser quels sont les signes qui sont associés à l'épistaxis pour pouvoir penser ou évoquer certains diagnostics étiologiques. L'examen clinique devant un patient qui consulte pour une épistaxis, en général, l'épistaxis c'est une consultation dans le cadre de l'urgence. Parfois, on reçoit des patients pour des épistaxis qui ont apparu récemment, puis disparu, et le patient vient consulter après la disparition des épistaxis. Mais c'est rare. Souvent, c'est dans le cadre des urgences. Alors, on commence par un examen général. Ce qui est le plus important en matière d'épistaxis, puisque c'est une urgence qui peut mettre en jeu le fluide vital, c'est d'apprécier le retentissement sur l'état général. Y a-t-il ou pas un état de choc en précisant certains signes, comme l'apparition de l'hypotension, une pâleur, sueur, agitation. Souvent, les patients et son entourage surestiment l'épistaxis. Ils sont un petit peu impressionnés par la quantité de sang, alors qu'on ne peut pas se fier à leur dire. Il faut surtout voir la répercussion de cette épistaxis sur l'état général par nous-mêmes, par l'examen de la tension artérielle, par la recherche du pouls, par recherche de signes de choc, afin d'apprécier correctement le retentissement de l'épistaxis sur l'état général. Après avoir fait un examen général, on passe à l'examen ORL. L'examen ORL doit se faire d'une manière correcte, en commençant par l'évacuation des caillots qui se retrouvent dans la fosse nasale, en demandant au patient de se moucher ou de l'aider par un bouchage. Pardon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai beaucoup d'appels. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Donc, je disais que
il faut commencer par un mouchage ou aspiration des caillots sanguins. Il faut savoir que le caillot, lorsqu'il reste dans la fosse nasale, peut sécréter des thrombases qui vont entretenir le saignement. Il faut commencer par le mouchage, d'abord. Et d'autre part, pour bien examiner la fosse nasale, il faut le nettoyer. Ensuite, on peut utiliser du coton imbibé de xylocaïne afin de rétracter la muqueuse nasale. La muqueuse nasale, elle est formée par une muqueuse respiratoire. Par endroits, il y a des cornets. Parfois, les cornets peuvent être hypertrophiés et empêcher l'examen de la fosse nasale. C'est pour cette raison qu'on utilise de la xylocaïne qui a un rôle dans la rétraction de la muqueuse et des cornets. L'examen consiste d'abord en rhinoscopie antérieure qui permet de voir une partie des fosses nasales. Ensuite, la rhinoscopie postérieure permet surtout d'examiner le cavum. Y a-t-il un problème au niveau du cavum et est-ce qu'il y a un saignement qu'on ne voit pas et qui s'extériorise à travers les coins dans le cavum? Souvent, on a recours à un examen plus intéressant qui est l'endoscopie. C'est l'utilisation d'un tube, un endoscope, menu du caméra pour examiner la totalité de la fosse nasale et le cavum dans le même temps de consultation. Enfin, il ne faut pas oublier l'intérêt d'un examen pharyngé. L'examen pharyngé, c'est surtout, il est intéressant pour voir les épistaxis postérieurs qui vont descendre à travers la paroi postérieure de l'oropharynx. Et après un geste, si on fait un geste pour arrêter le saignement, on a besoin de vérifier que le saignement ne se cache pas derrière l'oropharynx, derrière la luette, au niveau de l'oropharynx. Donc, c'est ça l'examen clinique. C'est surtout un examen endoscopique, si on a les moyens de faire un examen endoscopique complet, et un examen pharyngé pour vérifier s'il n'y a pas de saignement derrière, au niveau de l'oropharynx, qui s'extériorise en postérieur, au niveau de la paroi postérieure de l'oropharynx. Après un examen clinique complet, on va avoir recours à certains examens biologiques. Les plus importants, c'est une formule pour voir s'il n'y a pas d'anémie, hémoglobine, etc. Le groupage qui sera utile dans le cadre de l'urgence pour rapidement remplir le patient s'il y a une hémorragie importante. L'hématocrite, qui est un témoin de la spoliation sanguine. Seulement l'hématocrite ne commence à subir les conséquences de l'épistaxis qu'après 24 heures. Donc, dans le cadre de l'urgence, une hématocrite qui est normale ne peut pas prédire qu'il n'y a pas, ne peut pas nous dire que le patient il est normal. Parce qu'il y a une compensation au niveau du sang de cet hématocrite durant les 24 premières heures. Donc, ce n'est pas un bon témoin pour dire qu'il y a une anémie ou non. C'est surtout la clinique. Ensuite, le bilan d'hémostase. Le bilan d'hémostase, c'est surtout dans le cadre d'une recherche d'une étiologie. Le bilan hépatique aussi, parce que le foie participe à la fabrication des facteurs de la coagulation. Ça, c'est surtout le bilan biologique. Le bilan radiologique, on peut faire un bilan standard, par exemple une radio du crâne s'il y a une notion de traumatisme, à la recherche d'une fracture, ou un scanner. Et les autres bilans, bien sûr, sont demandés en fonction de l'étiologie qu'on a évoquée. Au terme de cet examen clinique et paraclinique, on peut conclure qu'on peut se retrouver devant deux tableaux cliniques. Soit on est devant une épistaxis qui est bénigne, c'est pas l'opposé de maligne, c'est l'opposé de grave, d'accord? Soit c'est une épistaxis bénigne, heureusement, c'est la plus fréquente. Souvent, c'est un saignement qui est minime et qui s'arrête spontanément ou une simple pression ou compression du nez. Et dans ce cas-là, dans les épistaxis bénignes, il n'y a pas d'altération de l'état général. L'état général du patient est bon. Le deuxième tableau clinique est celui d'une épistaxis grave. L'épistaxis grave, lorsque le saignement est important ou c'est un saignement qui est répété et qui va donner une altération de l'état général, voire un état de choc.
Le diagnostic différentiel, il faut éliminer tout ce qui n'est pas épistaxis. Il faut éliminer l'hémoptysie, qui est un saignement qui provient des branches ou du poumon lors d'un effort de toux. Et là, souvent, le sang extériorisé, souvent, il sort par la bouche, parfois par le nez, et il est caractéristique, il contient des bulles d'air, il est spumeux. L'autre diagnostic différentiel, c'est l'hématémèse, c'est le saignement lors d'un effort de vomissement. Le diagnostic différentiel est facile, seulement le cas le plus difficile est celui d'épistaxis, qui est déglutition, puis vomi. Souvent, dans le cas de la réanimation, les patients hospitalisés dans la réanimation peuvent avoir des saignements postérieurs qui passent inaperçus. Ces saignements postérieurs, on ne les voit pas, le patient va les déglutir, ensuite il va vomir un saignement. C'est la seule difficulté en matière de diagnostic différentiel. Dans certaines situations, on a recours à une oesophagoscopie, un examen gastrologique, d'oesophagoscopie, pour éliminer un problème gastrique responsable de ces vomissements de sang déglutis. Quelles sont les causes des épistaxis? Alors, les causes, on peut très bien connaître certaines causes des épistaxis. Alors, pour schématiser, il y a les épistaxis de cause locale. On peut citer l'épistaxis infectieuse et inflammatoire. C'est le cas des rhinosinusites, de corps étrangers, d'ulcères ou de perforation de la cloison. Comme expliqué, bien sûr, l'épistaxis dans le cadre de rhinosinusites ou corps étranger, c'est le fait d'avoir une infection et un écoulement nasal qui irrite la muqueuse nasale. Ça peut être responsable de saignement, mais bien sûr, chaque situation, chaque pathologie peut donner d'autres signes. On peut prendre le cas de corps étranger, où souvent ce sont des enfants qui viennent pour une obstruction nasale, unilatérale en général, pour des rhinorrhées purulentes fétides et un saignement minime ou des rhinorrhées mêlées à du sang. Dans le cadre de rhinosinusites, vous avez vu le cours de rhinosinusites, dans ce cas, on a des céphalées, des rhinorrhées. Parfois, ces rhinorrhées peuvent être mêlées des sangs ou carrément, on peut avoir des épistaxis minimes. Les autres causes d'épistaxis locales, sont les causes traumatiques, où on a, c'est bien sûr parmi les causes les plus fréquentes d'épistaxis, qu'on voit dans les cas d'urgence. C'est le cas de fracture de la pyramide nasale, fracture du nez, fracture de la face, surtout le tiers moyen et le tiers supérieur de la face, ou après une chirurgie au niveau du nez, on peut avoir une épistaxis post-opératoire. Il faut aussi noter, en nota bene, les épistaxis cataclysmiques post-traumatiques suite à la rupture traumatique, surtout, de la carotide interne, ou spontanée, s'il s'agit des patients qui ont des anévrismes de la carotide interne. Là, on peut avoir spontanément une rupture de cet anévrisme qui va donner une épistaxis cataclysmique importante, grave, associée à des signes ophtalmologiques à type d'exophthalmie, à type de baisse de l'acuité visuelle et jusqu'à arriver jusqu'à l'amorose et la cécité, et un chémosis associé, qui est une inflammation de la conjonctive. Ensuite, les autres causes locales, ce sont les causes tumorales. La tumeur peut être bénigne et responsable d'épistaxis, comme elle peut être maligne. Parmi les tumeurs bénignes responsables d'épistaxis, on peut citer deux exemples. L'exemple du fibrome nasopharyngien, qui est un angiofibrome, c'est une tumeur vascularisée. C'est un angiofibrome, c'est une tumeur qui est très vasculaire, située dans le pourtour de la couronne, c'est-à-dire elle se trouve à la limite entre le cavum et la fosse nasale, à la partie postérieure de la fosse nasale, à côté de la couronne. C'est une tumeur qui se développe
à ce niveau. Elle touche l'adolescent, c'est-à-dire le garçon dans l'âge d'adolescence. Elle touche exceptionnellement les femmes. Donc, c'est une tumeur de l'adolescent. Cette tumeur, devant cette tumeur, si on voit une tumeur qui est vascularisée, à l'examen clinique, à l'examen endoscopique, à la rhinoscopie, il ne faut jamais toucher cette tumeur. Il ne faut surtout pas la biopsier. Il faut d'abord compléter par des examens complémentaires qui vont confirmer le diagnostic, à savoir un scanner avec injection de produits de contraste qu'on voit sur le schéma d'à droite. Ce scanner va nous montrer la prise de contraste. On voit très bien que la tumeur, elle se rehausse, c'est-à-dire elle est plus opaque après injection. Donc, c'est une tumeur vasculaire. On peut faire une artériographie qui va nous montrer la densité vasculaire au niveau de cette tumeur. C'est le schéma qu'on voit à gauche, en bas et à gauche. L'artériographie a un double rôle. D'abord, elle va nous montrer la richesse de la vascularisation de cette tumeur. Et deuxièmement, cette artériographie peut préparer à une embolisation, c'est-à-dire si on envisage une chirurgie du fibrome nasopharyngien, on fait une artériographie, on montre le vaisseau nourricier de cette masse et on fait une embolisation. Comme vous le savez, l'embolisation, c'est l'injection d'un équivalent d'un embole, c'est-à-dire on va faire un obstacle à la partie dans la lumière, un obstacle dans la lumière de ce vaisseau qui vascularise la masse. Bien sûr, après avoir fait une embolisation, le traitement consiste en une exérèse chirurgicale. Maintenant, on n'est plus rassuré après une embolisation, on a dévascularisé la masse, et comme ça, il y a moins d'hémorragie opératoire. Le deuxième cas de figure de tumeur bénigne responsable de saignement, c'est ce qu'on appelle le polype saignant de la cloison, qui est un angiofibromosis, c'est une tumeur vasculaire qui, en forme de polype, qui a la forme d'un polype, qui saigne au contact et spontanément, et qui est située au niveau de la cloison nasale. Là aussi, il faut un traitement chirurgical, mais sans embolisation. Les autres causes de tumorat, ce sont les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes responsables d'épistaxis, le plus fréquent, ou la tumeur la plus fréquente, ou le cancer le plus fréquent qui est responsable d'épistaxis, en Algérie surtout, c'est le cancer du cavum. Ensuite, on peut avoir un cancer des fosses nasales qui peut être responsable de saignement. Et enfin, le cancer des sinus. Et là, on revient au cancer de l'ethmoïde, qui est un adénocarcinome de l'ethmoïde suite à une exposition prolongée dans le temps chronique, de façon chronique, à des matières de bois, c'est-à-dire à la poussière de bois, qui peut développer au niveau de l'ethmoïde une tumeur, un carcinome, un adénocarcinome, qui est responsable d'épistaxis. Le schéma d'en bas, sur une coupe à droite, une coupe axiale, et à gauche, une coupe coronale, c'est-à-dire frontale, on voit très bien l'occupation du cavum par une masse qui prend la totalité du cavum et des fosses nasales. Vous voyez sur les deux schémas, c'est la même image qui se répète, sachant que le cavum a des rapports avec les sinus, avec les fosses nasales, avec la base du crâne. On voit très bien l'importance de cette masse dans les deux schémas. Les autres causes, ce sont les causes, deuxième volet, ce sont les causes générales. Et là, on cite les maladies infectieuses, on cite le cas de grippe, de scarlatine. N'importe qui fait une grippe peut faire une épistaxis. L'explication la plus simple, c'est que les infections peuvent donner une hyperthermie, une fièvre, qui est responsable de vasodilatation. Alors, cette vasodilatation au niveau des fosses nasales, ayant déjà des vaisseaux fragiles au niveau du nez, alors là, on peut avoir une hémorragie, c'est-à-dire un saignement à travers le nez, des épistaxis suite à ces pathologies infectieuses. Deuxième cas, ce sont les maladies métaboliques, c'est le cas du diabète et du scorbut, surtout par anomalie vasculaire, que ce soit
dans le diabète ou dans le scorbut qui est un déficit en vitamine C. La vitamine C participe dans la vascularisation. Et pour cette raison, on peut avoir des saignements. Le scorbut, il est connu pour les gingivuralgies et aussi, bien sûr, les épistaxis. On peut avoir comme cause aussi les pathologies vasculotensionnelles, essentiellement l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, surtout lorsque le patient fait des pics tensionnels, là, chaque pic peut se manifester par des épistaxis. Alors, on peut dire 2 mots sur ce cas. C'est très fréquent d'avoir des patients hypertendus, mal équilibrés, qui viennent consulter pour des épistaxis, alors que la cause, c'est le pic tensionnel que le patient vient de faire. Si on prend la tension artérielle, on a 2 situations. Soit la tension, elle est normale, ou le malade, il est hypotendu s'il a perdu beaucoup de sang, soit, le deuxième cas, la tension est toujours élevée. Alors, le traitement, consiste à traiter les pics tensionnels et à arrêter le saignement par un des gestes qu'on va voir après. L'insuffisance rénale aussi peut être responsable d'épistaxis, essentiellement parce que les patients avec insuffisance rénale ont un problème d'agrégation plaquettaire et sont souvent sous héparine. Et ça peut expliquer pourquoi ils font des épistaxis. Souvent, on est appelé à la néphro pour voir des patients qui présentent des épistaxis. Ensuite, on peut avoir un trouble ou des troubles de la crasse sanguine qui peut donner, bien sûr, des épistaxis, soit suite à une insuffisance hépatique, sachant que le foie donne des facteurs de la coagulation, PPSB. Les hémopathies peuvent être responsables d'épistaxis, des hémophilies A ou B, thrombopathie, maladie de Villepinte, etc., etc., et la prise de traitement anticoagulant. Si le patient n'est pas bien contrôlé sous anticoagulant, il peut présenter des épistaxis. Il y a une autre cause générale, c'est la maladie de Rondu-Osler. La maladie de Rondu-Osler, c'est quoi? C'est une maladie familiale de transmission autosomique dominante. Elle est caractérisée par la présence, cliniquement, d'angiomes, d'angiomes stellaires ou de téléangiectasie au niveau des muqueuses, c'est-à-dire au niveau de la cavité buccale, au niveau de la cavité nasale, c'est-à-dire fosse nasale. On peut avoir aussi ces angiomes au niveau de la peau. On peut retrouver même des angiomes au niveau des viscères, au niveau du foie, au niveau de la rate. Alors, ces angiomes sont dus, la présence de ces angiomes est due à des anomalies des parois des vaisseaux chez ces patients qui ont une maladie de Rondu-Osler. C'est des vaisseaux qui manquent de fibres élastiques et de fibres musculaires. Donc, il y a beaucoup de téléangiectasie. Le problème, c'est des patients qui vont se manifester ou se présenter pour des épistaxies, des gingivuralgies. Ça peut apparaître à un âge précoce, dans l'enfance. Ça peut apparaître aussi à l'âge plus ou moins adulte, à l'âge de 20 ans jusqu'à 40 ans. On peut avoir l'apparition de ces téléangiectasies ou des angiomes stellaires. Le traitement, il est souvent décevant. On n'arrive pas à arrêter le saignement. Si c'est un saignement nasal, on utilise en général des mèches résorbables pour arrêter le saignement, laisser en place, bien sûr, jusqu'à disparition, jusqu'à résorption de ces mèches qui sont résorbables. Ensuite, après avoir fait le tour des causes, que ce soit locales ou générales, des épistaxis, on peut citer un cas particulier est celui de l'épistaxis essentielle. L'épistaxis essentielle, encore appelée l'épistaxis idiopathique, c'est une épistaxis où on ne trouve pas de cause. C'est le cas que vous connaissez tous, c'est un enfant qui fait des épistaxis depuis son jeune âge. C'est des épistaxis à répétition qui surviennent suite à des facteurs favorisants. C'est un enfant qui, suite à une exposition au soleil, suite à une lésion de grattage, un éternuement,
suite à un petit traumatisme du grattage du nez ou un petit traumatisme nasal, il peut donner des épistaxis qui sont des épistaxis à répétition. Ces épistaxis sont bénignes, ne donnent pas de retentissement sur l'état général. Ils sont inquiétants essentiellement par leur répétition, mais ils sont très bien supportés parce que ce sont de petits saignements. Alors, on ne peut pas dire que l'épistaxis est essentielle ou idiopathique si on n'a pas éliminé toutes les autres causes. C'est un diagnostic d'élimination. Si on n'a aucune cause, il s'agit d'épistaxis essentielle. Souvent, l'épistaxis essentielle ou idiopathique, elle a un rapport avec la tache vasculaire. On a déjà parlé de l'anastomose de Kisselbach ou la tache de Kisselbach, ce qu'on appelle la tache vasculaire de Kisselbach, qui est située à la partie antéro-inférieure de la cloison nasale, c'est-à-dire un examen à la rhinoscopie antérieure en utilisant un spéculum nasal et une source de lumière. On peut trouver cette tache vasculaire. La tache vasculaire en elle-même, ce n'est pas une maladie, mais souvent on va retrouver une ectasie, une dilatation des vaisseaux à cet endroit. Une dilatation des vaisseaux, cette ectasie, ça veut témoigner de la fragilité de ces petits vaisseaux qui peuvent saigner au moindre facteur favorisant qu'on vient de citer. Dans l'épistaxie essentielle rentrent aussi les épistaxis qu'on voit au cours de la puberté et au cours de la grossesse. L'épistaxis peut apparaître chez des femmes normaux auparavant. Au cours de la grossesse, on peut avoir dans tous les trimestres, premier trimestre, deuxième, troisième trimestre, on peut avoir des épistaxis liés à la grossesse. L'explication, peut-être, il n'y a pas vraiment une explication. C'est dû peut-être en modification hormonale, mais c'est une constatation qu'on peut avoir des modifications hormonales, c'est-à-dire au cours de la grossesse, qui peuvent donner des épistaxis chez les femmes. Alors, quelle est la conduite à tenir devant des épistaxis? On a vu les épistaxis, on a fait un examen clinique, on a éliminé tout ce qui n'est pas épistaxis, on a recherché la cause, mais dans la réalité, on ne va pas procéder de la même manière. Il faut, la première des choses, après avoir apprécié le retentissement de l'épistaxis sur l'état général, il faut arrêter le saignement. D'accord? C'est le premier point, la première chose à faire après avoir apprécié le retentissement de l'épistaxis sur l'état général. Comment arrêter le saignement? On a plusieurs moyens. Les moyens dont on a dans notre disposition, c'est d'abord les moyens médicaux, surtout les hémostatiques, locaux et généraux. Vous connaissez peut-être la décinone. La décinone, elle est connue pour son effet hémostatique. On peut l'utiliser par voie générale, injection en IV, en IM, en IV, et ou par voie locale, c'est-à-dire en imbibant, bien sûr, le coton ou la mèche par de la décinone. L'autre moyen, c'est la transfusion, s'il y a bien sûr une perte sanguine importante, moyen médical. On a les moyens physiques, ce sont la compression digitale. On va venir vous expliquer ça, la compression digitale, ce que c'est que la compression digitale. Le tamponnement antérieur, postérieur et antéro-postérieur. Les moyens chirurgicaux, ce sont essentiellement les ligatures. Et on a aussi l'embolisation, qui est un moyen à côté. Ce n'est pas un moyen chirurgical, mais c'est une technique interventionnelle qui peut faire partie des moyens pour arrêter le saignement, arrêter l'épistaxis. L'indication est en fonction, bien sûr, de la gravité de l'épistaxis, mais il faut procéder toujours par les gestes les plus simples avant d'arriver, si ça ne cède pas, au geste les plus radical, qui est la chirurgie. Quelles sont les mesures générales? Il faut mettre au repos le patient, le calmer et le rassurer, en commençant par apprécier la gravité de l'épistaxis. Il faut agir en fonction. S'il y a une perte importante, sanguine importante, il faut placer une voie d'abord et faire un remplissage. Ensuite, il faut procéder par palier. Il faut commencer par les gestes simples. Les gestes simples consistent en un mouchage,
nettoyage de la fosse nasale, un simple mouchage peut arrêter le saignement. Si ça ne marche pas, on peut commencer par une compression bidigitale. C'est quoi la compression bidigitale? On peut pincer le nez entre le pouce et l'index. Le nez du patient, on le pince entre le pouce et l'index en comprimant ou en refoulant l'aile du nez, la paroi latérale du nez, contre la cloison nasale. Ça peut marcher, cette compression bidigitale peut arrêter les saignements, à condition d'attendre 5 minutes, c'est le temps nécessaire pour la coagulation, c'est ce qu'on appelle le temps saignement, le TS. Il faut attendre 5 minutes. Si le saignement provient de la partie antérieure de la fosse nasale, une compression bidigitale peut arrêter ce saignement. Ensuite, un autre moyen simple, c'est le tamponnement vestibulaire. Le vestibule, c'est la partie antérieure de la fosse nasale, la partie où il y a des poils à l'intérieur de la fosse nasale, c'est la partie cutanée de la fosse nasale, ce qu'on appelle le vestibule nasal. Si le saignement est antérieur, on peut mécher la partie antérieure, ça s'appelle le tamponnement vestibulaire. Le tamponnement vestibulaire peut arrêter le saignement s'il s'agit d'un saignement qui provient de la tache vasculaire. Si ça ne marche pas, on peut utiliser d'autres moyens, en commençant par le tamponnement antérieur. Le tamponnement antérieur, ce qu'on appelle aussi le méchage antérieur, on va avoir besoin de mèches pour faire le tamponnement antérieur. Alors, on va vous montrer sur le schéma quelques moyens pour faire un tamponnement antérieur. De haut en bas, en haut, on a une mèche étalée, ça c'est du tulle gras. Tulle gras, c'est la matière qu'on utilise pour les brûler. C'est une matière, c'est un tissu qui est imbibé d'une matière grasse. Alors, il est atraumatique. On va enrouler ce tulle gras, l'enrouler et l'introduire dans le nez afin d'arrêter le saignement. Le deuxième, de haut en bas, bien sûr, toujours, le deuxième moyen, ça, c'est ce qu'on appelle le mérocel. Le mérocel, c'est un tampon qu'on introduit après, bien sûr, une anesthésie locale au niveau de la fosse nasale. On l'introduit dans la fosse nasale. On peut injecter du sérum ou juste par l'effet du saignement du nez, il va s'imbiber du saignement ou du sérum qu'on va injecter à l'extérieur. On va vous montrer le schéma. Et va gonfler, et comme ça, va comprimer les vaisseaux qui saignent. Enfin, si on ne trouve pas les deux premiers moyens, on peut utiliser une compresse sèche, mais à condition d'utiliser, bien sûr, une matière lubrifiante, par exemple de la xylocaïne en gel, afin de faciliter l'introduction de la mèche dans la fosse nasale. La pince utilisée pour le méchage, c'est une pince particulière, comme vous voyez sur le schéma. C'est ce qu'on appelle la pince de Polizier, c'est une pince en baïonnette, c'est-à-dire c'est une pince qui est coudée. La longueur de la pince correspond à la longueur de la fosse nasale et elle permet de dégager, bien sûr, le champ de vision. Ce n'est pas une pince droite. Si on utilise une pince droite, on va cacher le geste, notre geste. On ne va pas examiner, on ne va pas voir ce qu'on est en train de faire. C'est pour cette raison qu'on utilise cette pince qui s'appelle la pince de Polizier. Et au-dessus de la pince de Polizier, on voit ce qu'on appelle un spéculum nasal qui est un peu particulier. Il est autostatique, c'est-à-dire on le met en place, il dilate tout seul, c'est-à-dire sans l'aide de notre main. On a les mains libres. Le médecin a les mains libres et il peut bien sûr dilater la narine et bien sûr introduire la mèche dans la fosse nasale. Enfin, à gauche et en bas, on a une cupule qui contient bien sûr de la xylocaïne avec du coton qu'on utilise avant de faire le méchage. Comment faire un méchage antérieur ou un tamponnement antérieur? Là, on a le schéma où on vous montre l'utilisation à gauche, bien sûr, on voit très bien une pince de Polizier qui tient le mérocel, le tampon, qu'on va introduire à l'intérieur de la fosse nasale, d'accord? Et on va laisser, s'il y a un saignement, le tampon va absorber le saignement, gonfler et arrêter le saignement. Alors, s'il n'y a pas, on peut injecter si le saignement est minime, on peut injecter du sérum, ça va gonfler et arrêter le saignement. Alors, deuxièmement, on a le méchage avec du tulle gras ou une compresse. C'est un méchage
qui consiste à entasser la mèche à l'intérieur de la fosse nasale, comme vous voyez sur le schéma. On va entasser jusqu'à remplir la totalité de la fosse nasale. Le fait de remplir la totalité de la fosse nasale par l'élément, le fait de remplir la fosse nasale par la mèche, ça va arrêter le saignement. Il y a un effet de compression sur les vaisseaux des parois des fosses nasales. Il faut vous dire que le tamponnement antérieur peut arrêter 80% des épistaxis. Et parfois, si ça marche, il faut mettre en question la méthode par laquelle on a fait le méchage. C'est-à-dire, il faut peut-être penser que le méchage, il est mal fait. Dans certaines conditions d'urgence, le patient ne vous laisse pas faire le méchage, il panique, etc. Donc, on ne va pas faire correctement le méchage. Il faut refaire le méchage antérieur, parce que dans 80% des cas, on peut obtenir une sédation du saignement, un arrêt du saignement suite à un méchage antérieur. Donc, le méchage antérieur est intéressant. Alors, si le méchage antérieur ne marche pas, on ne peut pas arrêter le saignement par un méchage antérieur ou un tamponnement antérieur. Là, il faut faire un méchage postérieur. Souvent, le méchage postérieur, il est associé au méchage antérieur. Comment faire un méchage postérieur? Il y a un schéma qui montre un petit peu comment faire un méchage postérieur. On a besoin d'une sonde souple, comme une sonde d'aspiration, qu'on va introduire dans la fosse nasale. On va la retirer derrière la luette, la ramener vers les dents, c'est-à-dire vers l'extérieur. On va relier le tampon, la compresse qu'on a préparée pour mécher, tampon postérieur, pour vous rappeler, c'est quoi? C'est un méchage du cavum. C'est un méchage qui intéresse le cavum. Donc, on va relier le bout de la sonde d'aspiration, on va le relier à une compresse. Cette compresse, on va l'introduire, on va tirer, bien sûr, l'autre bout, qui est au niveau de la fosse nasale, on va le tirer pour ramener la sonde à l'intérieur du cavum, en poussant, bien sûr, avec le doigt, la compresse jusqu'à l'installer derrière le cavum. Vous avez peut-être imaginé que ça se fait sous anesthésie locale. Non, ou sans anesthésie, ça, c'est pas possible. C'est un geste qui est douloureux. Chez nous, dans notre pratique quotidienne, on le fait sous prémédication ou sous anesthésie générale. C'est un geste qui se fait sous prémédication, sous anesthésie générale. Alors, en plaçant, bien sûr, en tirant le bout qui est au niveau du nez, de la sonde, on va tirer la compresse qu'on va pousser avec le doigt jusqu'à l'installer au niveau du cavum. Bien sûr, il y a un fil de rappel. Il y a deux fils de rappel dans la compresse, un fil qui va sortir par le nez et le deuxième fil qui va sortir par la cavité buccale. On va relier les deux fils, les deux bouts de fils. J'espère que vous m'avez compris. Alors, je vais essayer de répéter pour simplifier. Alors, on va utiliser une sonde d'aspiration qu'on va introduire dans la fosse nasale. On va la récupérer derrière la luette. On va la récupérer dans la cavité, dans l'oropharynx. On va la ramener à l'extérieur. Le bout distal, on va le ramener à l'extérieur. Alors, on a une compresse avec deux fils. Cette compresse, bien sûr, en forme de boule, elle a deux fils. On va relier un fil au bout de la sonde. D'accord? On va retirer la sonde au niveau du bout qui est au niveau du nez. On va retirer la sonde, on va la ramener tout en poussant avec le doigt. On va pousser la compresse jusqu'à qu'elle s'installe au niveau du cavum. Là, on a un bout du fil, le fil qui sort à travers le nez. Le deuxième bout, il est dans la cavité buccale. On va relier les deux bouts pour avoir un montage stable, pour avoir un méchage qui est stable, pour ne pas que la mèche tombe dans l'oropharynx. Ça, c'est un deuxième moyen. Souvent, bien sûr, le méchage antérieur, il est souvent associé au méchage, il est toujours associé au méchage antérieur. Tamponnement antérieur, tamponnement postérieur, en même temps. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Il faut savoir que le méchage, c'est un corps étranger, donc il y a risque de surinfection. C'est pour cette raison qu'on donne
on donne un traitement à base d'antibiotiques toute la période du méchage. Un méchage antérieur, en général, il est laissé en place pendant 48 heures. Le déméchage, c'est-à-dire l'ablation de la mèche, se fait le 3e jour, le matin. Pourquoi le matin? Parce que le matin, comme ça, on a un recul, on a du temps pour surveiller le patient. S'il recèle, on peut faire un geste juste après. Parfois, un tamponnement postérieur, tamponnement antérieur ne marche pas. Dans ce cas, on a recours à des moyens plus radicaux. Sinon, on peut revenir en un petit peu pour vous montrer un autre moyen qu'un médecin généraliste peut utiliser. C'est une sonde à double ballonnet. Le ballonnet du milieu, c'est bien sûr, à l'état normal, il est dégonflé. Bien sûr, il sert euh, à comprimer la fosse nasale. Et le ballonnet à gauche, il sert bien sûr de méchage postérieur, c'est-à-dire c'est un ballon qui va comprimer le cavum. C'est un montage qui est très utile dans le cadre de l'urgence et qu'un médecin généraliste peut utiliser, bien sûr, juste en gonflant bien sûr les deux ballonnets. Une remarque, bien sûr, il ne faut pas laisser une sonde à ballonnet ou à double ballonnet plus de 6 heures parce qu'elle peut être source de d'ischémie. Le ballonnet peut nécroser la muqueuse nasale et la muqueuse du cavum parce qu'il y a une compression qui est importante par effet du ballonnet. Enfin, si ça ne marche pas, le tamponnement postérieur et le tamponnement antérieur ne marchent pas, on peut avoir recours soit à la chirurgie, soit à l'embolisation, en fonction de ce qu'on a comme moyen. L'embolisation, pour faire l'embolisation, il faut avoir un centre de radiologie spécialisé dans l'embolisation. C'est une technique qui a besoin d'abord d'une artériographie. Ça commence toujours par une artériographie pour voir les différents vaisseaux qui sont responsables du saignement. Ensuite, on va faire un cathétérisme à travers l'artère fémorale et on va utiliser des matières, des microparticules pour créer un obstacle qu'on va injecter au niveau de ces artères. Concernant l'embolisation se fait essentiellement pour les artères branches de l'artère carotide externe. Pourquoi? Parce que les artères branches de la carotide interne, à savoir les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, c'est des artères qui sont d'abord, il provient de la carotide interne. La carotide interne, c'est une carotide qui vascularise le cerveau et l'œil. Donc, on peut avoir un AVC ou une cécité. Deuxièmement, les deux artères ethmoïdales antérieures et postérieures, comme on l'a dit dans le rappel, proviennent de l'artère ophtalmique, c'est-à-dire l'artère qui vascularise l'œil. Donc, le fait de tenter une embolisation des artères ethmoïdales antérieures et postérieures peut donner bien sûr une cécité. Accidentellement, c'est pour cette raison l'embolisation de ces artères, elle ne trouve pas d'indication, elle est contre-indiquée. D'accord? Enfin, on peut avoir un traitement chirurgical comme solution, c'est la chirurgie de ligature. La chirurgie de ligature, on peut ligaturer carrément la carotide externe, sans problème. Ce qui est difficile, c'est de ligaturer la carotide interne ou la carotide primitive. La carotide interne et primitive, on peut avoir un AVC ou la mort du patient. C'est pour ça on ne fait pas de ligature de ces deux carotides internes ou primitives. Par contre, on peut faire la ligature de la carotide externe parce qu'il y a une suppléance du côté contralatéral. Il y a d'autres vaisseaux qui peuvent assurer la vascularisation du cou et de la face. On peut ligaturer les deux artères ethmoïdales. Bien sûr, en passant par l'angle interne de l'œil, il y a une chirurgie qui se fait à travers l'angle interne de l'œil, en incisant, en recherchant les artères ethmoïdales. On peut facilement ligaturer les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Enfin, il nous reste la ligature de l'artère sphénopalatine. On peut très bien ligaturer l'artère maxillaire interne par voie externe. La ligature de l'artère sphénopalatine, la ligature se fait par voie endoscopique. C'est une chirurgie endoscopique. On rentre dans la fosse nasale par un endoscope. On repère l'artère sphénopalatine et on utilise la coagulation bipolaire. Vous connaissez, il y a deux moyens pour coaguler en matière de chirurgie, la
la coagulation monopolaire, la pince monopolaire qui est la plus utilisée, et il y a aussi la pince bipolaire qui est utilisée en matière de chirurgie endoscopique. Donc, on va, si vous voulez, on va coaguler, on va brûler les artères sphénopalatines ou l'artère sphénopalatine qui est responsable du saignement. Alors, je viens à terme de cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît, on place comment le ballonnet? D'accord. On peut utiliser en urgence. Le ballonnet, à l'origine, il est dégonflé. D'accord? On l'introduit à l'intérieur de la fosse nasale, passant jusqu'au cavant, mais en étant dégonflé. C'est-à-dire, le ballonnet, on peut le gonfler par une seringue. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les sondes d'intubation? Les sondes d'intubation, ils sont menus d'un ballonnet. Alors, pour faire une intubation, on dégonfle le ballonnet d'abord, on introduit la sonde d'intubation, puis on gonfle le ballonnet. Il y a un moyen pour gonfler le ballonnet. C'est le même principe. Là aussi, on dégonfle le ballonnet, on introduit la sonde à double ballonnet dans la fosse nasale jusqu'au cavant, jusqu'à la limite, et on insuffle de l'air, on gonfle, si vous voulez, on gonfle le ballonnet, les deux ballonnets, et comme ça, on a un arrêt du saignement. Ça peut s'utiliser dans des situations où on n'a pas de médecin ORL à côté, ça peut arrêter le saignement et sauver une vie, en attendant, bien sûr, que le patient arrive à une structure adaptée pour faire, bien sûr, un méchage antérieur et postérieur. C'est bon? Oui, merci, docteur. OK. Vous avez d'autres questions par écrit aussi, si vous voulez. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai pas compris pour le fibrome nasopharyngien. oui. C'est une tumeur c'est une tumeur vascularisée. Donc, si on fait le méchage ou bien c'est euh, pour arrêter l'épistaxis, on va pas toucher la tumeur, on va pas provoquer. Si on va arrêter le saignement, si le patient qui a un fibrome nasopharyngien présente une épistaxis, on ne va pas toucher par une pince ou quoi que ce soit. On peut juste faire un méchage pour arrêter le saignement, mais sans toucher par une pince. D'accord? Il ne faut pas toucher, il ne faut jamais toucher les fibromes nasopharyngiens parce qu'ils saignent. Donc, le méchage antérieur peut arrêter Ça peut arrêter le l'épistaxis. saignement, oui, 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 ça peut arrêter le saignement. C'est ce qu'il faut faire, D'accord. un méchage doux. Un méchage doux. D'accord, merci. OK. D'autres questions? Docteur, s'il vous plaît. Oui. Pour le méchage postérieur, il va rester en place pendant combien de temps? On peut le laisser de 3 jours jusqu'à 5 jours. Le méchage postérieur, on peut le laisser jusqu'à 5 jours. Bien sûr, le méchage postérieur témoigne que l'épistaxis, elle est grave. D'accord? C'est pour ça qu'on le laisse plus longtemps. Il faut bien sûr l'enlever après le 5e jour, tout en laissant le patient sous antibiotiques, bien sûr. Et au 5e jour, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui saigne, c'est-à-dire quelle est la cause, et traiter cette cause. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, Oui, pour le méchage postérieur, oui. vous venez de dire qu'on peut laisser pour le 3 à 5 jours, mais si le saignement il est très important, c'est-à-dire est-ce qu'à un certain moment, la compresseuse va être dépassée, ça va suer, et c'est comme si on n'a rien fait. Dans ce cas, ça n'a pas marché. Si le saignement, parce que l'effet du tamponnement postérieur, il faut qu'il arrête le saignement. S'il n'arrête pas le saignement, c'est-à-dire que ça n'a pas marché, il faut passer au moyen
plus radical, si on veut dire. C'est-à-dire, il faut passer à la chirurgie ou à l'embolisation. D'accord? Mais avant de tenter, il faut juger de l'éventuelle efficacité de cette technique. C'est-à-dire, si on juge que Toujours. Si on fait que l'on fasse un méchage antérieur ou postérieur, il faut toujours juger est-ce que ça a marché ou pas. Comment juger? Il faut voir est-ce qu'il y a du sang qui sort par la narine ou du sang qui sort par la cavité buccale, c'est-à-dire au niveau de l'oropharynx. S'il y a un sang, ça veut dire que ça n'a pas marché. Il faut trouver une autre solution pour arrêter le saignement. D'accord? oui, c'est bon, merci. Ok. Vous avez d'autres questions? Monsieur, Vous s'il pouvez vous poser plaît, des questions par écrit. Oui, est-ce que l'antibioprophylaxie est obligatoire pour le méchage antérieur? oui. Le temps que la mèche reste dans la fosse nasale, il faut donner un antibiotique. D'accord? En général, c'est 48 heures. Il faut donner un antibiotique pendant 48 heures. Un antibiotique à large spectre. On utilise souvent l'amoxicilline. Ça suffit largement pour éviter une surinfection. D'accord? Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions par écrit, vous me les laissez sur le mur et comme ça je pourrai répondre après. Sinon, je vous remercie. Je ne sais pas, ce qui a commencé l'enregistrement, vous pouvez arrêter s'il vous plaît.